D'abord, merci beaucoup pour l'invitation, mais je continuerai en anglais parce que mon français ne c'est pas très bien. Today, Nous allons donc parler aujourd'hui des dysfonctionnements gastro-intestinaux. Je parlerai essentiellement de pathophysiologie, des causes de ces dysfonctionnements, de différents éléments de chirurgie, d'inflammation, de reperfusion ischémique, des manifestations, perméabilité, etc. et certains éléments d'indication pour la prise en charge du problème. Tout d'abord, ces dysfonctionnements sont essentiellement gérés par le système nerveux central, notamment le système nerveux entéral, qui est une sorte d'unité indépendante, appelée également le mini-cerveau. Donc, en général, les nerfs parasympathiques stimulent la fonction intestinale et les nerfs sympathiques inhibent ces fonctions intestinales. Alors, lorsque les aliments arrivent dans la bouche et dans l'estomac, il y a beaucoup d'éléments d'activation. Ceci commence par l'IgA dans la bouche, l'immunoglobuline A, ensuite les différents éléments dans l'estomac, l'acide qui va réduire le développement excessif des bactéries, la pepsine pour la digestion, et puis les différentes enzymes pour la motilité, ainsi que les réflexes qui vont stimuler le flux sanguin. Et puis, si nous allons plus bas, dans le duodénum, il y a la sécrétion de la sécrétine, des différents éléments mentionnés ici, cholécystokinine, motiline, et tout ceci orchestre la digestion et la motilité. Et il s'agit là d'un réseau qui est très intense. À titre d'exemple, je vous montrerai ce qu'il en est de la cholécystokinine, qui est une hormone typique de ce réseau et qui est sécrétée dans le duodénum, qui assure une relaxation, un relâchement de l'estomac proximal et de l'estomac distal pour ses contractions, ainsi que gère la contraction de la vésicule biliaire, les sécrétions pancréatiques, la motilité de l'intestin grêle et du côlon. Donc, si vous voulez utiliser tous ces mécanismes et tout ce travail en réseau, il faut assurer une nutrition entérale. Si nous regardons la motilité gastro-intestinale, il y a celle que nous avons avec l'alimentation et à jeun. Le péristaltisme, au cours de l'alimentation, nous voyons les contractions, les segments, nous voyons la propulsion, mais nous voyons aussi la relaxation. Relaxation qui est tout particulièrement importante pour l'estomac et le côlon, qui ont une fonction de réservoir. Alors, lorsque nous faisons entrer les aliments dans l'estomac, il se produit une contraction et une relaxation vers le bas. Si nous regardons la relaxation, nous voyons qu'il y a des médiateurs comme le protoxyde d'azote et nous pouvons comprendre maintenant que dans le cas de l'inflammation et de l'infection, il y a une surproduction de ce protoxyde d'azote et c'est un des mécanismes de relâchement et de cette perte de contraction de l'intestin. Donc, aliments dans l'appareil digestif, ces aliments ont des effets trophiques, ils initient le péristaltisme réflexe local, donc une fonction importante de ce travail en réseau, car c'est l'alimentation, ce sont les aliments qui vont initier cette production de toutes ces hormones qui vont favoriser l'immunité et augmenter le flux sanguin. Donc voilà le message pour tous nos patients en soins intensifs. Il faut limiter les périodes de jeûne parce qu'avec ce jeûne, nous négligeons
toutes ces fonctions intestinales importantes. Donc, si nous regardons la motilité au moment du jeûne, il y a les complexes moteurs migrants qui sont initiés dans le duodénum et qui se terminent dans l'iléum distal et qui comportent 3 phases et qui sont initiés par la motiline. Et il y a, disons, une sorte d'administration de cette motilité qui est importante parce que si elle n'existe pas, nous allons avoir une surproduction de bactéries. Alors, ce complexe est initié d'abord par la motiline, mais aussi par les activités du nerf vague, de l'acétylcholine, et il y a un certain nombre d'hormones entérales, et puis la procinétique qui stimule ce complexe moteur migrant. Mais beaucoup d'interventions interviennent, et une partie des maladies empêche l'action de ce complexe migrant. Donc, il faut limiter leur administration. Nous avons essayé de le faire. Et voilà ici une image complexe, mais qui vise à être complexe parce que la motilité de l'intestin est très complexe. Il y a des conditions dues aux maladies, dues aux médiateurs inflammatoires. Il y a beaucoup d'interventions qui agissent sur cette motilité intestinale. Si nous regardons les conditions cliniques qui sont associées à ces dysfonctionnements de l'intestin, il y a essentiellement la reperfusion ischémique, le choc, l'infection, l'inflammation, la chirurgie abdominale, les traumatismes, le jeûne. Et tout cela peut aboutir à une insuffisance de la barrière intestinale, en conséquence une translocalisation et des particules qui apparaissent dans le sérum avec, comme nous l'avons entendu précédemment, et une réponse inflammatoire. Alors, depuis longtemps, nous avons constaté que l'augmentation de la consommation d'oxygène après une chirurgie non compliquée était associée à la présence d'endotoxines dans le sang et une libération de médiateurs. C'était simplement une association, mais nous avons regardé aussi la perméabilité de la célobiose. Et ceci se trouvait relié à l'endotoxine et la courbe, l'air sous la courbe d'endotoxine. Puis nous avons regardé la réponse systémique et nous avons vu la relation qu'il y avait entre la perméabilité intestinale et le score de réponse systémique. Une faible pression centrale veineuse. Et nous voyons au cours de l'opération, ceci est lié à la perméabilité, ce qui suggère qu'il y a une composante d'ischémie. Alors, les jonctions serrées, jonctions fermées, ici, où vous voyez à la base de ces microvillosités, nous avons ces jonctions fermées avec les cellules adjacentes qui sont ainsi fusionnées. Il y a plusieurs molécules citées, la F-actine, par exemple, qui sont importantes pour le fonctionnement de ces jonctions serrées. Si nous regardons ce qui se passe au niveau du jeûne, si on commence la nutrition entérale au deuxième jour, au troisième jour, c'est cela qui se passe. C'est-à-dire que si on compare une nutrition entérale faite tôt ou plus tard, si elle est faite plus tard, elle est associée à une perte d'absorption du glucose, une perte de capacité d'absorption dans l'intestin et avec une durée prolongée de la ventilation mécanique et une durée de séjour plus longue dans l'unité de soins intensifs. Donc, ici, nous avons une étude intéressante transposant la situation chez les souris à l'homme. Nous avons regardé l'intégrité de la muqueuse intestinale et on regarde le rôle de la phosphatase alcaline intestinale, l'IAF, qui est une matière importante, intéressante, puisqu'on peut la perfuser en intraveineuse. Il y a à l'heure actuelle un essai important qui est réalisé
ou qui va être réalisé. Et dans ce cas, la phosphatase alcaline intestinale est administrée par voie entérale et je vous montre ici certains résultats. Mais l'effet final, c'est la protection de la barrière intestinale pendant la période de jeûne. Alors, quelle est cette phosphatase alcaline intestinale? Eh bien, elle déphosphoryle les endotoxines bactérielles, empêche ainsi la signalisation des récepteurs TLR, l'inflammation locale et la perte d'efficacité de la barrière. Alors, l'étude nous montre la chose suivante. On regarde un patient qui a une iléostomie. On voit quels sont les premiers résultats de l'iléostomie. On voit que le jeûne réduit le contenu en alcaline phosphatase des fluides, des liquides. Et si on poursuit la recherche, on regarde la perméabilité intestinale, on voit que simplement avec le jeûne, pendant 48 heures, on réduit la barrière intestinale. Et si la phosphatase alcaline est administrée concomitante, la barrière intestinale se trouve protégée, ce qui, on a pu montrer dans cette même étude également que nous avons là les protéines qui sont importantes pour la fonction de ces jonctions serrées qui diminuent avec le jeûne et augmente l'expression des protéines et diminue l'alcaline phosphatase. L'ischémie maintenant. On regarde l'appauvrissement en ATP, la perte de fonctionnement, et voilà les fonctions de l'intestin. Il y a beaucoup de fonctions dans l'appareil intestinal. Ici, nous avons également un modèle de traduction. On utilise un modèle d'isolement du génome avec 10 patients qui subissent une duodénectomie pancréatique. Il y a l'exérèse qui se fait plus tard, mais on constate ici, nous avons de très bonnes photographies dans cette étude, on constate que les selles de la muqueuse se relâchent, qu'il y a des espaces qui sont créés entre les cellules de la muqueuse et les couches plus profondes après 45 minutes d'ischémie, qu'il y a une perte de cellules de la muqueuse dans la lumière et qu'après reperfusion, il n'y a récupération que partielle après les 45 minutes de reperfusion. Et puis on voit également que la membrane basale est exposée au contenu de la lumière 30 minutes après la reperfusion. Alors voilà aussi ces jonctions serrées et ce ramollissement. Et voyez aussi la translocation des endotoxines et des bactéries dans le sang. Donc, on a pu regarder un certain nombre des médiateurs de l'inflammation. Ici, nous avons l'interleukine 6, l'interleukine 8, le TNF, l'expression de l'ARN messager, et on regarde également l'activation de compléments, etc. Donc, tout ceci se trouve activé au cours de la reperfusion. Passons à l'infection. Ici, elle est associée à une activation de l'INOS, à la production de protoxyde d'azote, au stress oxydatif. Le TNF, lui, inhibe l'activité des noyaux du VAG, et tout ceci contribuant donc à cette insuffisance de la barrière intestinale de l'iléon. Donc, je n'entrerai pas dans tous les détails pour l'instant, mais que se passe-t-il en matière de chirurgie? Nous savons que la chirurgie est associée à un ileus post-opératoire précoce ou parfois tardif, associé pour le précoce à une activation neuronale, ce qui est dû à la manœuvre de l'intestin pendant la chirurgie. Et puis ensuite, en cas tardif, il y a inflammation, activation locale des macrophages musculaires. Et ensuite, il y a une interaction
entre l'activation neuronale et l'inflammation. Alors, si on regarde maintenant l'exérèse du système, il y a d'énervation, il y a un arrêt de cette discontinuation de ce réflexe spinal qui est important, changement dans l'ordre des viscères, il y a l'exérèse du pylore, etc. Donc, nous pouvons comprendre l'influence sur la motilité de ces chirurgies. Si nous regardons les études cliniques, ça c'est une étude qui réunit les éléments suivants: l'intolérance digestive à la maladie. En général, on voit une forte corrélation. Ici, on a regardé l'augmentation du volume résiduel. On voit que le score maximum SOFA se situe ou est associé à cette motilité. Donc l'inflammation, les catécholamines et les jours avec sédation. Donc ça, c'est donc l'étude qui a été conçue afin de voir si il était possible d'ajouter un score de gravité au score SOFA. Donc c'est une étude prospective et d'observation. Les patients sont sous ventilation mécanique pendant plus de 6 heures. Nous avons donc regardé toutes sortes de symptômes intestinaux, y compris l'hypertension abdominale. Cette hypertension était très rare parmi cette population. Alors voilà les symptômes que nous avons examinés. Et nous avons constaté que c'était tout à fait inattendu. L'absence de bruit intestinaux est associée à la mortalité tous les jours, du jour 1 au jour 7, associée à la motilité. La diarrhée uniquement associée au premier jour, le saignement au deuxième jour. Ça nous montre également que la distension, que le vomissement, etc., que le volume résiduel élevé n'est pas associé à la motilité. Ça peut être un problème, mais ce n'est pas associé à la motilité. Nous avons regardé le score d'insuffisance avec 3 symptômes. Si nous regardons une régression multivariée, multivariable, nous avons différents scores, le score Raynaud-Sofa, etc., qui sont prédictifs, mais qui sont indépendamment associés à la mortalité. Mais si nous augmentons ce score, ce n'est pas un élément de prévision indépendant. Ça indique sans doute que les dysfonctionnements, comme nous le pensons, sont souvent secondaires à d'autres dysfonctionnements de l'organe. Encore 5 minutes pour la prise en charge. Il y a une question importante, savoir si cette nutrition entérale précoce est intéressante. On voit qu'il y a une forte incidence de vomissement, mais faible mortalité lorsque cette nutrition entérale est initiée tôt. Donc, ce n'est pas significatif, mais il y a une tendance vers moins de déhiscence anastomotique. Donc, c'est toujours une discussion avec le chirurgien. Faut-il administrer cette nutrition entérale, oui ou non? Et il est probable que si vous procédez à une alimentation prudente et que vous augmentez le flux sanguin vers l'intestin et vous diminuez l'atrophie de la muqueuse et vous avez des effets trophiques sur l'intestin et au moins vous n'avez plus de déhiscence intestinale. Alors ici, nous avons un programme chirurgical très important. La reprise précoce, récupération précoce après la chirurgie. Si on regarde maintenant une partie du programme, on met l'accent sur la préservation entérale, pas de préparation de l'intestinal, administration d'hydrates de carbone, mobilisation rapide, nutrition entérale précoce,
etc. Si nous reprenons, il y a quelque chose qui me manque ici. Oui, donc stimulation de la défécation, ça a été discuté hier. Est-ce que c'est important ou pas? Je crois que c'est important. Si vous laissez le côlon avec toutes les matières, donc vous allez avoir une surproduction de bactéries et cette surproduction va vous donner une stimulation à la muqueuse avec un plus grand risque de perte de la barrière intestinale. Et ça, c'est une étude plus ancienne, mais on peut utiliser la néostigmine sous forme de perfusion lente et progressive, et chez la plupart des patients avec l'alimentation entéral, on peut stimuler ainsi la défécation. C'est simple et facile. Et dès que vous obtenez la défécation, vous arrêtez la néostigmine. Si vous mettez en œuvre le protocole ERAS, ça c'est des études avant et après avec résection exérèse ouverte et endoscopique, et on peut permettre aux patients de quitter l'hôpital plus tôt. Alors, autre question, si le patient est sous vasopresseur, quand faut-il initier la nutrition? Donc ici, c'est une observation prospective. Ça a été fait sur des patients en chirurgie cardiaque qui avaient eu une insuffisance circulatoire. La majorité sont sous adrénaline. On voit qu'il n'y a pas de complications associées à la nutrition entérale. Ici, on n'a pu administrer que 70% de l'énergie pendant les 2 premières semaines. On pourrait avoir de meilleures cibles. Mais c'est ce que vous pouvez constater dans les études. Ici, ceci fait partie aussi de la discussion. Est-ce que la nutrition entérale augmente le risque de nécrose de l'intestin? Il y a en fait quelques rapports occasionnels, mais c'est surtout essentiellement chez des patients qui reçoivent ceci par l'intermédiaire de tubes de jéjunostomie qui ont été placés par voie chirurgicale. Donc, c'est probablement associé à l'intervention chirurgicale, et nous sommes de plus en plus réticents à placer de tels tubes à l'heure actuelle. Alors, il y a un changement dans le paysage de la nutrition entérale précoce, car aujourd'hui, les méta-analyses ne nous montrent pas de faible niveau de mortalité, ne nous montrent que le fait qu'il n'y a pas de différence dans l'infection lorsqu'on commence tôt cette nutrition entérale. Même chose pour la nutrition entérale précoce par rapport à la parentérale. La différence, c'est que la nutrition parentérale n'est pas bonne dans les cas où il y a suralimentation en parentérale. Mais nous ne pouvons pas en discuter maintenant, mais cette suralimentation est un mauvais cas. Ici, c'est assez confus. C'est un essai randomisé pour nutrition entérale précoce par rapport à la nutrition par voie parentérale pour des patients qui peuvent tolérer les deux. Mais on constate que ce n'est que pendant 5 jours. Donc, ce n'est pas une question d'ordre clinique, en fait, et je ne comprends pas très bien cette étude. Mais on constate dans cette étude, et c'est intéressant, que l'absorption d'énergie est trop faible dans les 2 bras de l'étude. Donc, cette nutrition ou ces types de nutrition ne sont pas vraiment essentiels pour obtenir ces résultats. Il n'y a pas de différence entre les deux. Donc, concluons que à la fois les facteurs iatrogènes et de maladies contribuent à ce dysfonctionnement, et dans la prise en charge, il faudrait limiter les périodes de jeûne. C'est très important. Je crois que c'est ce que nous pouvons faire dans notre pratique quotidienne pour tous nos patients, assurer une nutrition entérale précoce, et si c'est difficile, au moins continuer à faible dose, minimiser les opiacés et la dopamine, promouvoir l'anesthésie péridurale et mobiliser